On m'a dit qu'il fallait que je me mette au milieu à cause de la caméra. Donc voilà, je me mets au milieu, ce qui n'est pas ma place habituelle. Mais du coup, j'en ai perdu mes notes. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Écoutez, bonsoir et bienvenue pour cette session de Grand Amphi, auquel vous êtes habitués. Je reconnais beaucoup de visages connus, donc je sais que vous connaissez l'exercice. Donc je sais aussi... Alors je vais quand même le faire pour ceux qui ne me connaîtraient pas, on ne sait pas. Donc je suis Jean-Marc Guinbert, je suis directeur des affaires culturelles de la ville de Versailles. Je suis très très heureux de vous accueillir au nom de Françoise Mazière, maire de Versailles, pour donc cette session de Grand Amphi un peu particulière, pour plusieurs raisons. La première, c'est que notre invité de ce soir, qui va nous parler d'un livre sur lequel je vais revenir, mais vient tout juste de recevoir un prix extrêmement prestigieux, qui est le prix Chateaubriand, qui a récompensé son ouvrage. Donc ça rend l'ouvrage plus intéressant, il l'était déjà. Mais c'est vrai que là, pour le coup, il y a une synchronisation dans le temps qui est pas banale, puisqu'elle l'a reçu il y a une petite quinzaine de jours. Donc je tiens à la féliciter, voilà, devant vous et avec vous. Alors, je vais présenter en quelques mots Florence Nogrette, donc, qui est une historienne du théâtre. Elle est professeure de littérature française, d'histoire et de théorie du théâtre à l'Université Paris-Sorbonne depuis 2013. Elle a... Bon, alors on va pouvoir la qualifier du gaulienne, et non pas, peut-être pas du gaulâtre, je ne sais pas, elle va nous le dire. Mais toujours est-il que parmi ses titres de gloire, elle en a un qui est quand même... qui est vraiment, on va dire, aussi colossal que la tâche à laquelle elle s'est attelée, puisqu'elle dirige l'édition électronique des lettres de Juliette Drouet à Victor Hugo. Il faut savoir que Victor Hugo a écrit 22 000 lettres à Juliette Drouet. 22 000 lettres. J'ai essayé de faire le décompte par journée, mais même par journée, j'y arrive pas. Je ne sais pas comment il... Enfin bon, on sait qu'il était un graphomane, mais là... C'est elle qui lui a écrit 22 000 lettres. Pardon, c'est elle qui lui a écrit 22 000 lettres. Il a dû en écrire plus, lui, du coup. Mais 22 000 lettres, c'est colossal, même à l'échelle d'une vie. Et en l'occurrence, c'est précisément de cela qu'on va parler, puisque l'ouvrage de Florence Nogrette s'appelle Juliette Drouet, compagne du siècle. Mais effectivement, même en un siècle, j'écrirai pas 22 000 lettres. J'en suis certain. Alors, Florence Nogrette, elle a plusieurs cordes à son arc. Et là, pour le coup, ça a été une découverte pour moi de savoir qu'elle a été notamment la traductrice d'un essayiste qui s'appelle Robert Harrison pour son livre Forêt. Et c'est sur l'imaginaire occidental. Alors ça, je l'ignorais totalement. Je tiens à saluer aussi ce travail-là parce que c'est un livre extraordinaire, vraiment proprement extraordinaire, dont je vous recommande la lecture. Et donc, il est forcément bien traduit puisqu'il est par elle. Mais par ailleurs, évidemment, et on va rentrer plus dans le champ qui nous occupe aujourd'hui, elle est l'auteur d'un livre qui s'appelle Le théâtre romantique, histoire, écriture, mise en scène, qui est paru au Seuil en point en 2001 et qui a été réédité en 2012, qui est un très très bon texte qui vraiment fait le point sur la question du théâtre romantique. Et Dieu sait si le théâtre est cher aux romantiques, à commencer par celui qui va nous occuper ce jour indirectement, qui est donc Victor Hugo. Elle a écrit un ouvrage, Le théâtre de Victor Hugo, paru en 2016 à Lausanne aux éditions des Ides et Calendes. Et Juliette Drouet, compagne du siècle, donc qui vient de paraître, on va dire, qui est sorti en 2022, mais qui vient d'être primé à l'instant. Donc nous avons affaire à une spécialiste de Hugo, sous toutes ses formes, et je suis très heureux ce soir de l'accueillir d'une part et de l'écouter surtout. Voilà. Merci de votre attention. Merci Monsieur Guinbert, je vous remercie infiniment de m'avoir invité et à travers vous la ville de Versailles, et je remercie aussi Madame Palacios de m'avoir invité à travers elle l'Université ouverte de Versailles, et vous aussi Mesdames, Messieurs, de m'accorder votre attention ce soir pour vous parler de cette biographie de Juliette Drouet, compagne du siècle,
qui m'a occupée pendant 14 ans de ma vie d'enseignante-chercheuse, 10 ans de recherche en revenant aux sources et 4 ans pour l'écrire. Raconter la vie de Juliette Drouet et Victor Hugo, c'est raconter le destin invraisemblable d'une petite Bretonne orpheline, indigente, née sous le Premier Empire, mais dont les obsèques sous la Troisième République furent un événement considérable. Entre-temps, elle aura connu successivement les rigueurs du couvent, l'innommable prostitution, la vie de bohème, la courtisanerie, les feux de la rampe et la gloire théâtrale, le sacrifice de sa carrière, l'amour fou, le secret, la réclusion et l'obscurité, la jalousie et l'humiliation, l'exil, et dans les dernières années, la vie commune et la reconnaissance publique, enfin. C'est aussi raconter l'aventure passionnée d'un couple illégitime, difficile à comprendre, et plus encore à juger avec nos critères d'aujourd'hui. Que peut nous inspirer à nous, hommes et femmes du XXIe siècle, après MeToo, cette relation sentimentale et économique entre une femme qui renonce à sa carrière, par amour certes, mais aussi par intérêt plus ou moins bien compris, et un homme qui l'entretient, la rudoie, la néglige, la surveille, la trompe, mais aussi la protège, la ménage, la soigne, et ne saurait se passer d'elle parce qu'elle est sa certitude et son âme sœur. Si cette relation est complexe à décrire, c'est que les mots ont changé avec nos jugements sur des pratiques et des mœurs d'autrefois. La protection des hommes envers leurs maîtresses entretenues nous apparaît comme une emprise d'un côté, une dépendance de l'autre. Ce qu'on appelait amours ancillaires, qui faisaient presque partie de la condition domestique féminine, nous apparaissent aujourd'hui, pour ce qu'elles étaient, du harcèlement et de l'abus de pouvoir. Inversement, ce que l'on appelait à l'époque courtisanerie, cette forme parfois choisie et revendiquée du commerce de son corps, et ce que l'on appelait adultère à une époque où même le mariage civil était indissoluble. On les considère parfois, aujourd'hui, non sans ambiguïté, comme des formes d'amour libre. Quoi qu'on en pense, on aurait tort de croire que Hugo et Drouet ont vécu pendant 50 ans leur relation volcanique en toute sérénité morale. Au contraire, les tempêtes sous leur crâne, associées à leur choix de vie domestique, sexuelle et sentimentale, leurs doutes, questionnements et remises en cause de leur choix de vie amoureuse sont aussi intéressants, voire plus, que le jugement qu'on serait tenté de formuler nous-mêmes sur eux. C'est enfin écrire cette biographie, raconter le XIXe siècle tel qu'ils l'ont vécu, subi, tel qu'ils l'ont fait aussi. Le siècle du romantisme et du positivisme, de la révolution industrielle, de la marche vers la République. Grâce aux 22 000 lettres écrites par Juliette à son amant, lui en a écrit de son côté quelques centaines, donc grâce à ces 22 000 lettres écrites par elle, lettres qui forment un journal épistolaire, leur vie quotidienne m'est très bien connue. Elle donne à mon récit sa matière sensible. La vie de Juliette, telle que je la raconte, c'est donc aussi l'histoire politique, sociale et morale du XIXe siècle. Celle des campagnes bretonnes après les guerres de Vendée, d'un couvent pour jeunes filles pauvres et femmes pécheresses, des artistes et des théâtres au temps du romantisme, des barricades et des révolutions, de la tuberculose et du choléra, de la République démocratique et sociale, du coup d'État de 51, de la résistance et des compromissions, de la proscription et des enterrements civils pendant le Second Empire, des animaux domestiques qu'on mange dans Paris assiégé en 1870, de la Commune réprimée quelques mois plus tard, du combat pour l'amnistie des prisonniers politiques, pour l'abolition de l'esclavage et de la peine de mort, pour l'assistance sociale, pour le droit au travail, l'éducation des enfants et l'émancipation des femmes. C'est l'histoire sensible aussi de leur inscription dans leur époque, une époque où l'on mourait jeune,
où le temps d'aimer était compté, où la misère était à tous les coins de rue, où l'on se soignait avec des sangsues, de la magnésie granulée, des pâtes de gomme, où l'on découvrait avec soulagement la pompe à morphine, où la charité tenait lieu de fraternité, où l'on s'émerveillait de prendre le bateau à vapeur d'abord, le train et le tramway ensuite, de s'éclairer au gaz, de s'envoyer des messages par télégraphe et de monter en ballon. C'est cette triple histoire d'une femme, d'un couple et d'un siècle que je raconte dans ce livre. Pour la situer dans la chronologie de leur vie, du romantisme et du siècle des révolutions, je vous propose, dans un premier temps, de retracer la vie de Juliette en quelques grandes dates. 12 septembre 1807, son père meurt, quelques mois après sa mère, Juliette est orpheline à 16 mois. Elle était née en 1806 à Fougères, près de Rennes, sous le nom de Julienne Gauvin. Son père, un ancien chouan, et sa mère, tous deux artisans toiliers, vivent avec leur famille de 4 enfants dans 27 mètres carrés. Devenue orpheline, Juliette échappe à l'hospice où sont placées ses sœurs, en étant recueillie par son oncle militaire et sa tante, qui l'élève dans la région de Brest. Son oncle, Drouet, dont elle prend le nom. 1816, montée à Paris avec cet oncle Drouet et cette tante qui ne tardent pas à se séparer, Juliette entre au couvent dans le quartier des Feuillantines, non loin de la maison où Victor Hugo lui-même, alors enfant, lui aussi, âgé de 4 ans de plus qu'elle, a passé une partie de son enfance. Avec fierté, elle couchera ses souvenirs de couvent sur le papier pour aider Hugo à écrire l'épisode du Petit Picpus quelques décennies plus tard. 1821, bon, comme elle est née en 1806, quand je dis une date, il suffit de faire -6 pour savoir son âge. 1821, elle sort du couvent où elle n'a pratiquement rien appris. Elle a 15 ans, elle est splendide, et ce dont elle vécut après, elle ne le racontera jamais. Mais à mots couverts et sous la métaphore du ruisseau où elle était tombée, on comprend que ce fut la prostitution. 1826, elle donne naissance à une petite fille, Claire. C'est la fille du grand sculpteur James Pradier, dont elle fut la maîtresse occasionnelle et peut-être, mais ce n'est pas certain, le modèle. Dans son atelier, elle a connu la vie de bohème. Vous la voyez ici, peinte par Champmartin, un ami de Pradier, déguisé en femme de Smyrne. Au lieu de se préoccuper de son enfant, né par accident, Juliette la place en nourrice à la campagne. Loin de vouloir se faire épouser par Pradier, elle mène une vie libre et aventureuse et accumule les dettes. 1828, poussée par Pradier, qui de loin suit ses frasques, a gagné enfin sa vie honnêtement, Juliette fait ses débuts d'actrice à Bruxelles. Puis elle revient à Paris, où elle grimpe les échelons rapidement, passant du vaudeville au mélodrame et du mélodrame au drame. Vous la voyez ici, dans un drame inspiré de Shakespeare, inspiré du Marchand de Venise, où elle joue le rôle de Jessica, la fille du marchand, dans une posture acrobatique inspirée des comédiens anglais. Ici, une statuette exécutée par Chaponnière, un ami de Pradier, la représente dans le rôle de Marie d'Ostange, dans un drame dont le sujet, vous le devinez au titre, L'homme au masque de fer, raconte l'histoire du frère supposé de Louis XIV, qui aurait été caché derrière un masque de fer pour des raisons de dynastie. Vous la voyez ici dans Périnée-Leclerc, un drame adapté de Dumas. Son costume est ici représenté plusieurs fois. Elle était une icône de mode à cette époque-là. Et vous voyez ici son costume qui existe encore, qui est conservé à la maison Victor Hugo de la place des Vosges, dans le tout petit rôle de la princesse Negroni, qu'elle joue en 1833, année où, à la porte Saint-Martin, elle rencontre Victor Hugo. Et c'est peu de temps après les premières représentations que commence leur liaison qui durera 50 ans. À la porte Saint-Martin, cette année-là, 1833, les deux amants sont dans le collimateur de leurs camarades. Hugo est alors en proie à la rivalité de Dumas
à la défiance du directeur qui trouve les exigences de mise en scène de Hugo ruineuses. Et Juliette, de son côté, est en proie à la jalousie de mademoiselle Georges, qui joue les reines. Elle jouait la reine, enfin, elle jouait Lucrèce Borgia dans Lucrèce Borgia. Et maintenant, dans la pièce que Hugo écrit pour Juliette Drouet, cette fois-ci, donc directement pour elle, où elle lui écrit un premier rôle, le rôle de la jeune première dans Marie Tudor, qui sera joué à la fin 1833. Juliette joue donc un grand rôle, et mademoiselle Georges, avec qui elle jouait déjà dans Lucrèce Borgia, joue de nouveau le rôle de la reine Marie Tudor. Et mademoiselle Georges commence à trouver que la popularité de Juliette est un petit peu encombrante, lui fait un petit peu de l'ombre. Donc mademoiselle Georges commence à prendre un petit peu ses distances avec Juliette. Et puis Juliette est en proie également à la jalousie de la maîtresse de Dumas, Ida Ferrier, qui aimerait bien occuper l'emploi des jeunes premières que Juliette occupe depuis quelques mois à la porte de Saint-Martin. Et donc la conjonction entre les rivalités entre Hugo et Dumas, la méfiance du directeur qui trouve que Hugo demande trop d'argent pour ses décors et demande à être payé aussi trop, plus la jalousie de mademoiselle Georges et d'Ida Ferrier, fait que Juliette, pendant les répétitions, victime de leurs vexations répétées, sous les feux de la curiosité médiatique, parce que sa liaison avec Hugo fait les choux gras de la presse à scandale, Juliette perd ses moyens et chute dès la première. Quand je dis chute, ça veut dire qu'elle perd ses moyens, qu'elle joue mal, ou quasiment pas. Elle est tétanisée. Remplacée par la maîtresse de Dumas, qui n'attendait que cela, elle entame sa descente aux enfers professionnels. Et là, les voici à cette époque-là. 1838, cela fait 5 ans que Juliette est la maîtresse de Hugo. 5 ans qu'elle a perdu ses habitudes de courtisane entretenues dans le luxe et troqué son train de vie dispendieux pour une existence modeste et frugale. 5 ans qu'elle s'énivre des baisers de son génial amant, qu'elle espère en vain avoir un enfant de lui, qu'elle réclame ses caresses autant qu'elle lui prodigue les siennes. 5 ans qu'elle espère remonter sur les planches pour ne plus dépendre économiquement de lui, mais qu'elle n'ose pas franchir le pas, ou bien qu'elle fait le héron quand on lui propose des rôles dans des genres inférieurs qu'elle trouve au-dessous de sa dignité. Hugo ne l'encourage guère, il est jaloux, et craint pour elle, autant dire pour lui, les mœurs trop libres du théâtre. L'occasion vraiment sérieuse de remonter sur scène se présente quand Juliette est engagée au théâtre de la Renaissance, que Hugo vient de fonder avec Dumas. Sur son contrat, Juliette est engagée pour jouer les jeunes premières dans les pièces de son choix. Elle s'apprête à faire son grand retour dans La Reine de Ruy Blas, qui inaugurera ce nouveau théâtre. Oui, mais voilà, Madame Hugo, tandis que Juliette et Victor sont en voyage d'été, circonvient le directeur du théâtre et le convainc de ne pas confier le rôle de la reine à sa maîtresse, à la maîtresse notoire de son mari. Quand Juliette apprend qu'elle ne créera pas ce rôle écrit pour elle et dont elle avait rêvé, tous ses espoirs s'effondrent et elle refuse des rôles plus modestes que lui proposent les directeurs du théâtre. Ce faisant, elle se saborde. Son renoncement à sa carrière, Hugo le lui fait signer symboliquement cette nuit de novembre 1839 où il contracte avec elle une sorte de mariage. En échange, il s'engage à les entretenir jusqu'à la fin de ses jours, elle et sa fille Claire, dont Hugo devient le père de substitution, Pradier, le père biologique de Claire, et du reste Pradier a donné son nom à Claire, étant entre-temps marié et père dans une famille légitime, se déleste petit à petit de ses responsabilités sur Victor Hugo. 9 septembre 1843. Sur la route du retour de leur voyage annuel estival dans les Pyrénées, Hugo et Juliette, à Rochefort, apprennent en lisant le journal dans un café que Léopoldine, la fille de Hugo, s'est noyée quelques jours plus tôt à Villequier, dans la Seine. L'enterrement a déjà eu lieu. Pendant 3 ans, Hugo sera incapable de se rendre sur la tombe de sa fille avant un événement déclencheur qui redouble le deuil familial, la mort de Claire, ici dessinée par son père sur son lit d'agonie, de la tuberculose, 3 ans après Léopoldine, au même âge qu'elle, 19 ans.
Ça, c'est normal, c'est pour que vous m'écoutiez. 24 février 1848, la Révolution éclate. Juliette est effrayée par le spectre rouge, comme on l'appelait, et ironise sur la République démocratique et sociale. Elle écrit sociale avec AU, comme si c'était une sauce un peu dégoûtante. Donc elle ironise sur la République démocratique et sociale, ses clubs et ses militantes féministes. Mais elle répercute à Hugo les histoires des familles malheureuses de ses voisins et amis qui sombrent dans la misère ou sont victimes de la répression. En tant que représentant du peuple, Hugo fait ce qu'il peut pour leur venir en aide et les sortir du besoin ou des griffes de la justice. 1851, l'année de tous les dangers. Juliette apprend son infortune. Cela fait 7 ans que Hugo la trompe avec une jeune femme mariée, à peine plus âgée que Léopoldine. Jalouse de Juliette, Léonie Billard, dite Léonie Daunet, c'est son nom de femme de lettres, envoie à Juliette les lettres enflammées qu'elle a reçues de leur amant commun depuis 7 ans. Juliette comprend alors enfin pourquoi la surveillance étroite que lui avait imposée Hugo. Cette surveillance étroite, c'était depuis 7 ans justement relâchée. Elle était plus libre de ses mouvements qu'avant, parce que Hugo était moins jaloux. Juliette comprend aussi pourquoi il se montrait beaucoup moins empressé, prétextant une hygiène de vie stricte, réclamée par ses nouvelles fonctions d'académicien et de pair de France. Désespérée, Juliette n'en continue pas moins de se dévouer à lui corps et âme. Même cause, mêmes effets. C'est pourquoi elle le soutient. Quelques jours après avoir appris cette terrible nouvelle, pendant l'été 1851, où il prononce son fameux discours contre Napoléon le Petit. Elle le sauve après le coup d'État du 2 décembre 1851 en lui trouvant des planques, un faux passeport et un déguisement d'ouvrier pour passer la frontière. Puis elle le rejoint en exil à Bruxelles, emportant avec elle la malle au manuscrit qui contient les dessins composés par Hugo chez elle, les premiers poèmes des Contemplations et la première version des Misérables. Été 52. Après avoir pris le train pour le rejoindre dans son premier exil à Bruxelles, c'est le bateau qu'elle prend pour le suivre dans le second. En mettant le pied sur le quai de Saint-Hélier, à Jersey, elle doit se diriger seule avec sa servante vers son petit hôtel modeste, tandis que Hugo rejoint sa femme, ses fils et sa fille Adèle dans une belle résidence. À Jersey, Hugo est la référence des proscrits. Juliette se méfie d'eux, au contraire. Elle les trouve souvent sales, ivrognes, irrespectueux, dangereux même. Mais elle fait face et finit par épouser leur cause. Octobre 55, il faut déjà refaire ses bagages. Hugo, pour avoir apporté son soutien à des journalistes accusés d'avoir critiqué la politique étrangère de la reine Victoria, est expulsé de Jersey. À Guernesey, où il se réfugie, il achète une maison, Hauteville House, puis 2 pour sa famille, c'est celle-ci, et pour Juliette, seule à rester fidèlement à son côté, quand sa femme, ses fils et sa fille désertent souvent l'île, lassée d'un trop long exil. Juliette, tout au contraire, adore l'exil. C'est la période la plus heureuse de sa vie, car les mondanités ne lui manquent pas. Elle a Hugo presque pour elle toute seule, n'étant pas au courant de ses amours ancillaires ou s'aveuglant elle-même à leur sujet. Il suffit à son bonheur d'organiser chez elle de bons petits repas hebdomadaires où elle invite les fils Hugo et quelques amis choisis, de jouir de la décoration qu'il compose pour elle. La voici, avec quelques détails. Ce panneau d'un chanteur d'opéra, ils adoraient les chinoiseries. Ce panneau d'un Chinois endormi dans une barque. Le Shu San, est-ce un Chinois ayant bon appétit? En réalité, c'est Suzanne, la servante de Juliette, qui avait un gros appétit et qui était aussi portée sur la boisson. Vous voyez que cet acrobate dessine par son ombre le monogramme de Hugo. V avec son corps, H avec la chaise. Et dans ces 2 dessus de porte, vous repérez en haut
sous ce dessus de porte intitulé Laetitia la joie, un danseur bavarois en costume traditionnel. Et dans le dessus de porte du dessous, harmonie, un ange musicien dont la trompette dessine cette fois-ci le monogramme de Juliette, J-D. Juliette aime aussi beaucoup se promener avec Hugo dans la lande ou à flanc de falaise, les voici à peu près à cette époque-là, alors que Madame Hugo déteste se promener et déteste le grand air. Et puis surtout, pour Juliette, l'activité la plus enrichissante, la plus gratifiante, c'est de copier l'œuvre de Hugo, si riche pendant l'exil, où il compose successivement Napoléon le Petit, un pamphlet, les recueils satiriques des châtiments, lyriques des contemplations, épiques de la légende des siècles, l'essai à la fois biographique et autobiographique William Shakespeare, les romans d'aventure sociaux et philosophiques, Les Misérables, Les Travailleurs de la mer, L'Homme qui rit. De toutes les œuvres de Hugo, Les Misérables sont celles qui inspirent à Juliette le plus grand sentiment de proximité, voire de possession. Quand Hugo en rouvre le manuscrit en 1860, après 12 ans d'abandon puisqu'il en a interrompu l'écriture avec la Révolution de 48, Juliette jubile à l'idée de retrouver Jean Valjean, Cosette, Marius, Fantine, Javert et les Thénardier. Il faut dire qu'elle en est en partie l'inspiratrice de ce roman. Elle a prêté son enfance orpheline à Cosette, ses souvenirs de couvent à l'épisode du Petit Picpus, où Jean Valjean et la petite trouvent refuge, sa déchéance dans les bas-fonds de la prostitution à Fantine. Hugo a choisi la date de leur première nuit, le 16 février 1833, pour marier Cosette et Marius. Aussi, lors du banquet que les éditeurs des Misérables, en septembre 62 à Bruxelles, offrent aux journalistes, artistes et hommes politiques républicains proches de Hugo, la femme à qui Hugo demande de l'accompagner, non pas à la table où il n'y a que des hommes, mais cachée derrière un rideau, dans les communs, ce n'est pas son épouse, c'est Juliette. Ce roman, elle qui l'avait en partie inspiré, en avait transporté le manuscrit, avait seule veillé sur son auteur pendant le dernier mois de sa conception dans un hôtel de Waterloo, l'avait copié, collationné et corrigé, l'avait lu et entendu la première, et en avait réuni la revue de presse. Elle assistait maintenant à son apothéose. 5 septembre 1870, Juliette et Victor, sitôt l'annonce de la chute de l'Empire confirmée, ont pris le train Bruxelles-Paris. À la gare du Nord, une foule en liesse attend le grand héros national de la résistance à Napoléon III. Fidèle à sa promesse, Hugo n'avait pas remis les pieds dans sa patrie depuis 18 ans. Juliette non plus. Madame Hugo est morte 2 ans plus tôt, réconciliée avec Juliette, dont elle avait fini in extremis par se faire une amie. Pour autant, il n'est toujours pas question d'habiter ensemble. Ils s'installent rue de la Rochefoucauld et elle presque en face, rue Pigalle. C'est là, chez elle, qu'il tient pratiquement table ouverte pour des dîners quasi quotidiens, entre 10 et 15 personnes entassées dans la petite salle à manger de Juliette, qui devient l'hôtesse du tout Paris artistique, journalistique, littéraire et politique. 7 août 1872, on retourne à Guernesey. Juliette exulte de retrouver son petit paradis. Les raisons pour lesquelles on s'y rend en villégiature sont multiples. Hugo et Juliette y ont gardé leurs maisons respectives. Lui a besoin de repos et de se changer les idées après les 2 années très rudes qu'il vient de passer. D'abord le siège de Paris, puis la mort de son fils Charles, enterré au Père-Lachaise le premier jour de la Commune, son combat pour l'amnistie des communards, qui lui vaut de nombreuses hostilités, l'envie, née de la Commune précisément, d'écrire un roman historique sur la Révolution française. Ce sera 93. Pour écrire un roman, œuvre au long cours, il faut du calme, d'où le retour à Guernesey, qui durera 1 an. Le 7 août 72, donc, on prend le train jusqu'à Granville, et le lendemain, on embarque pour Jersey, puis Guernesey. La petite famille comprend Juliette, Victor et leurs servantes respectives, les petits-enfants de Hugo, Georges et Jeanne. Je vous signale au passage la magnifique exposition sur Georges Hugo qui se tient en ce moment à la maison Victor Hugo de la place des Vosges à Paris, où on découvre cet homme. Enfin, moi, j'ai
Je savais très peu de choses sur Georges Hugo, qui fut un peintre et aussi un homme d'exception qui s'était engagé dans la Première Guerre mondiale alors qu'il aurait pu rester planqué. Et je vous invite vraiment à voir cette exposition. Donc là, ils sont tout petits, Georges et sa sœur Jeanne, il y a leur mère Alice et une nouvelle venue, la jeune Blanche. Cette jeune Blanche a été adoptée par la meilleure amie de Juliette, Madame Lanvin, aïeule de la future couturière Jeanne Lanvin. Cette petite Blanche est intelligente, sait lire et écrire, travaille donc à la fois au service de Juliette pour le ménage et au service de Hugo pour la copie. À Guernesey, pendant cette année où il compose 93, Hugo entreprend sa conquête. Juliette pense d'abord qu'il ne s'agit que de marivaudages. C'est en réalité le début d'une histoire d'amour réciproque, dévastatrice pour tous les trois. 19 septembre 1873, cela fait un bon mois que Hugo et Juliette sont revenus de Guernesey. Il a fini son roman et veille sur son deuxième fils, François-Victor, dont la santé est chancelante. En rentrant un soir, Hugo trouve la maison vide. Juliette est partie sans laisser d'adresse. Désespéré, il la cherche partout, en vain. Dans Paris, note dans son agenda qu'il a perdu son âme pendant plusieurs jours, son anxiété est à son comble, jusqu'à ce qu'il reçoive des nouvelles de Bruxelles, d'où des amis lui écrivent que Juliette y a trouvé refuge. Que s'est-il passé ? Juliette a trouvé une lettre passionnée d'une déséquilibrée, ce n'est même pas Blanche, avec qui pourtant Hugo continue sa liaison sans qu'elle le sache. Une déséquilibrée a écrit à Victor, Juliette a trouvé la lettre, pour elle la coupe est pleine, elle s'est enfuie. Mais elle cède au supplique de Victor, qui lui écrit une lettre par l'entremise des amis, et elle rentre. Elle rentre à Paris une semaine plus tard. On jure des deux côtés, elle de faire taire sous ses soupçons, lui de rester fidèle. Les serments n'engagent que ceux qui y croient. La conséquence de cette crise, c'est que désormais, Hugo et Juliette vont vivre vraiment ensemble dans la même maison. Elle acquiert ainsi une reconnaissance sociale qui lui avait toujours manqué jusqu'ici. Elle connaît les joies d'être grand-mère, puisque la belle-fille de Hugo, Alice, même une fois remariée, continuera d'habiter avec les petits-enfants dans la même maison, puis dans la maison mitoyenne de Juliette et Victor. Juliette recommence à recevoir chez elle le tout Paris politique, artistique et littéraire, qui se presse chez Hugo, désormais sénateur depuis 1876, et donc entre 1876, année où il est élu sénateur, et 1879, année où l'Assemblée nationale reviendra à Paris, Juliette accompagne assez souvent Hugo à Versailles, puisque à cette époque-là, l'Assemblée est à Versailles, et le Sénat aussi. 27 juin 1878, après une réunion politique qui s'est tenue chez lui, particulièrement échauffée, Hugo fait un AVC. Juliette l'avait prévenu, à 76 ans et depuis des années déjà, il présumait de ses forces. Trop de politique, trop de mondanité, trop de dîners à la maison, trop de soucis, trop d'infidélité. On finit par avoir raison, donc en partie, de lui. Pour retrouver le repos et se refaire une santé, la famille se ligue et force Hugo à repartir quelques mois à Guernesey, donc en 78. Pour Juliette, ces quelques mois sont infernaux. Elle découvre des carnets cryptés en espagnol où Hugo a noté toutes ses bonnes fortunes. La preuve s'y trouve que la liaison avec Blanche ne s'est jamais interrompue. Colère, désespoir, menaces, supplications. Juliette mène à Hugo convalescent une vie infernale et redoute le retour à Paris. Un temps même, elle et lui envisagent qu'elle ne rentre pas et passe le restant de ses jours dans sa maison de Guernesey. Mais leur attachement reste toujours aussi fort et elle revient avec lui à Paris, où l'on déménage avenue d'Eylau, dans le 16e arrondissement, loin du centre, pour écarter Hugo des tentations. 12 juillet 1881, avant-veille de la fête nationale. Le tronçon de l'avenue d'Eylau, où ils habitent depuis 3 ans, est rebaptisé avenue Victor Hugo. De son vivant, et pour les 2 années qui lui restent à vivre, Juliette, donc, habitera à cette adresse, Madame Drouet, avenue Victor Hugo, et Hugo à cette adresse, Monsieur Victor Hugo, en son avenue. Ainsi résumé, cet amour à dormir debout peut nous inspirer selon la sensibilité de chacun d'entre nous, et elle est peut-être
diverses. Admiration, indignation, effroi ou compassion. Sa dimension romanesque, voire héroïque, n'est pas le seul objet de mon livre. J'ai voulu aussi donner à voir, écouter et sentir l'épaisseur sensible du siècle des révolutions, telle que Juliette l'a traversée, subie, observée, et telle qu'elle le raconte avec un talent fou dans les 22 000 lettres qu'elle a écrites à Hugo pendant 50 ans de leur rencontre à la mort. Ces lettres, mines d'informations pour un historien, sont par leur nature et leur fonction même une porte d'entrée dans le siècle des révolutions, une machine à remonter le temps. Parce qu'il l'entretenait et pour qu'elle ne s'ennuie pas, Hugo exigeait de Juliette qu'elle lui écrivît au minimum une lettre par jour. On peut en déchiffrer une ensemble si vous voulez. Elle a été écrite le 21 janvier 1871, donc on est en plein siège de Paris. Vous arrivez à lire ? Je vais vous aider. J'ai mis à profit le répit du bombardement, mon cher bien-aimé, pour dormir, elle a répété à point fermé toute la nuit et pour me lever tard ce matin. J'espère que tu en as fait autant de ton côté. Je n'ai pas encore vu petite Jeanne aujourd'hui et je ne sais rien de la maisonnée, sinon que le citoyen Rochefort déjeune chez tes enfants en compagnie d'un fort poulet. Cette nouvelle n'étant pas de nature à nous attrister, je te la baille comme on me l'a donnée tout bêtement. J'ai fait acheter aujourd'hui par Mariette quelques biscottes chez le marchand de Madame Paul Meurice. Donc quelques biscottes parce qu'il n'y a plus de pain, ou très peu. Madame Paul Meurice, chez le marchand de Madame Paul Meurice, qui n'a pu en livrer qu'une demi-livre à la fois, avec promesse d'en redonner plus tard si on lui livre assez de farine de froment pour cela. Le prix est de 38 sous la livre. Je m'arrête là, mais la fin de la lettre témoigne du fait qu'il n'y a plus grand-chose à manger. Avec le temps, Juliette, à qui Hugo avait donné à lire Madame de Sévigné, les classiques, ses propres œuvres et la littérature contemporaine, acquiert une plume acérée, vive, imaginative. Elle ne se contente pas de raconter ses journées, de déclarer son amour, de laisser percer sa jalousie et de se plaindre. Elle analyse aussi, avec un mélange charmant de naïveté et de pénétration, les hypocrisies mondaines, la comédie des honneurs, les vices à la mode, les rapports de classe, et jusqu'aux œuvres de Hugo, dont elle est la copiste et la première lectrice. Avec un art très sûr du portrait, elle dépeint et caractérise leur fréquentation, juge les actrices et les acteurs, sonde les cœurs des membres de la famille, éreinte les politicards et les académiciens, fait l'éloge des bons amis. Elle philosophe aussi sur la providence divine qui les a destinés l'un à l'autre, sur le bonheur qui, écrit-elle, ne veut pas être regardé de trop près et gagne beaucoup à être pris les yeux fermés. Elle s'émerveille ou s'inquiète des progrès de la science. Elle dessine ce qu'elle ne peut dire ou ce qu'elle préfère dire en riant. Par exemple, ici, elle se moque de son bel habit d'académicien. Elle se moque de sa coiffure léonine, de son habit encore. Elle le menace de ses griffes. Elle menace de se pendre dans une lettre tout à fait sérieuse. Elle lui tire la langue, l'embrasse, le remercie pour une soupière qu'il lui a offert avec, vous voyez, une sorte de phylactère ou de bulle. Tous les deux disent « Quel bonheur !» Elle fait le pied de grue. Elle a hâte d'aller sur le bateau à vapeur. Elle lui tape sur la tête. Elle lui botte les fesses. La vie au champ, c'est sa vie rêvée, où elle, toute petite, alors que lui, évidemment, est beaucoup plus grand, comme un dieu, avec sa chevelure léonine, sont à l'abri des regards et du candidaton. Et là, elle se peint appliquée à faire des alinéas, c'est-à-dire à copier son œuvre. Pour terminer, je voudrais dire un mot de la manière dont j'ai écrit ma biographie. Je vous invite donc à entrer dans mon atelier de biographe. Dans mon atelier de biographe, il y a des sources et des documents par milliers. Les biographies de Hugo, dont toutes ne sont pas aussi bien inspirées que celles d'Annette Rosa, ni aussi fiables que le génial chef-d'œuvre de Jean-Marc Ovas, ma Bible. Il y en a d'autres, romancées ou peu regardantes sur leurs sources, donc des biographies de Hugo, qui ne me servent pas à grand-chose, même si j'ai pu parfois y trouver quelques renseignements précieux. Il y a aussi les précédentes biographies de Juliette,
qui ont des mérites, à commencer par leur existence même, mais elles manquent parfois de fiabilité, et certaines véhiculent maints clichés misogynes ou hugophobes. Fait exception, la partie écrite par Gérard Pouchin de son ouvrage co-signé avec Robert Sabourin, paru il y a 31 ans chez Fayard. Gérard Pouchin m'a facilité la tâche par son enquête pionnière sur l'enfance et le début de carrière artistique de Mademoiselle Juliette. Et il m'a aussi encouragée à écrire ma propre biographie. Dans mon atelier, surtout, il y a de nombreuses archives, éditées ou non, véritable socle de mon travail. Les 22 000 lettres de son journal épistolaire destiné à Hugo, celles qu'elle a échangées avec sa famille et ses amis, éditées par Gérard Pouchin, celles que James Pradier lui a adressées quand elle était jeune, incluses dans la correspondance de Pradier, éditée chez Drault par Douglas Siller, les souvenirs, publiés par Gérard Pouchin, qu'elle a pris en note expressément à la demande de Hugo, je vous en ai parlé de quelques-uns, ces années de couvent, mais aussi la Révolution de 48, le coup d'État de 1851. Il y a aussi les quelques centaines de lettres que Hugo lui a écrites, les carnets et agendas de Hugo, et les témoignages de ceux qui l'ont connu pour avoir dîné chez eux, sur la fin, avoir été reçus par elle lorsque les deux vieux amants vécurent enfin ensemble. La plupart des gens qui l'ont connue à cette époque-là s'accordent sur la dignité de son allure, le respect qu'elle inspirait, sa belle couronne de cheveux blanchis, le doux ovale de son visage toujours intact malgré les ans. Arsène Housset, dédicataire des petits poèmes en prose de Baudelaire, commentant les dîners chez Hugo, écrit ainsi dans ses souvenirs « C'est toujours Madame Drouet qui dit le mot le plus fin et qui conte l'histoire la plus gaie. Elle a tout vu, elle a tout deviné. » Je dispose aussi de cette source précieuse, à manier avec circonspection, la presse, dont la revue m'a permis de documenter les 5 ans de sa carrière d'actrice et le bruit fait par sa mort en 1883, lorsque le tout Paris littéraire, artistique et politique accompagne le cortège funèbre et signe le registre de condoléances d'une maîtresse illégitime enterrée sans prêtre, au grand scandale des journaux réactionnaires. Dans mon atelier de biographe, enfin, il y a cet espace flottant, mi-concret, mi-mental, déployé entre mon esprit et mes sources, qui les sépare autant qu'il les relie. Qui me regarderait écrire devinerait peut-être quel mouvement de l'âme dirige les mouvements des yeux, quand ceux-ci passent des chronologies compulsées, des lettres relues sur un ordinateur, des fiches classées ou éparpillées, des livres annotés, à mon 2e ordinateur, voisin du premier, pour y écrire des phrases. 2 de ces mouvements de l'âme comptent particulièrement, le défi et le scrupule. Le défi est artistique, le scrupule est moral. Mon défi artistique est lui-même triple. Emporter mon lecteur dans quelque chose comme un roman, une saga. Faire entendre non seulement la voix de Juliette, mais aussi la mienne. Rendre compte de la vie d'une femme, de l'homme dans l'ombre duquel elle vit, et de l'histoire d'un siècle. Faire donc œuvre de biographe et d'historienne. Mes scrupules tiennent au droit moral des morts. D'un côté, je ne peux pas attenter à la vérité des faits. Je ne veux rien inventer, rien maquiller, rien enjoliver. De l'autre, je ne peux pas tout dire. Et dans les choix que j'opère, de taire ceci ou cela, je fais tomber dans l'oubli ce qui peut-être aurait mérité qu'on s'y attardât. J'occulte ou je minore peut-être des comportements dont Juliette et Hugo n'auraient pas été fiers. Pour me sortir de ce scrupule, le droit moral des morts qui oblige en même temps à ne rien inventer et à ne pas tout dire, je l'ai transformé, ce scrupule, en défi d'écriture. L'exigence de tenir mon lecteur en haleine est la première de toutes. Si sa patience s'épuise au bout de 10 pages et qu'il laisse tomber le livre, tout est perdu. Pour éveiller l'intérêt du lecteur, il ne faut pas raconter une vie jour après jour. Il m'a fallu, au contraire, bâtir une histoire, c'est-à-dire élaborer la vie de Juliette en destin, donc transformer la chronologie en période et en séquence, auxquelles donner le double sens d'une direction et d'une signification. Pour ne pas le perdre, ce lecteur esthète et imaginatif, il faut aussi laisser de côté les détails insignifiants et renoncer à l'encyclopédie. Ce choix est l'un des plus difficiles à faire.
L'abondance de mes sources, dont le journal épistolaire de Juliette, oblige à sélectionner non pas seulement ce qui fait événement et s'impose de lui-même, mais aussi ce qui, dans la vie quotidienne, mérite attention. Comment elle faisait sa toilette, comment elle mangeait, avec ou sans Hugo, comment elle organisait son temps, avec ou sans lui, où elle sortait, avec ou sans lui, comment il s'habillait, comment il se soignait, ce qu'il visitait en voyage. Il faut aussi, pour donner du relief aux situations et aux comportements, les situer dans un contexte historique, identifier les choses disparues, les médicaments obsolètes, les plats qu'on ne cuisine plus, les monuments entre-temps incendiés, expliquer les mœurs en cours dans les milieux sociaux du théâtre, de l'Académie française, de la proscription, de la presse. Comment doser cette contextualisation pour qu'elle se contente de donner le minimum nécessaire sans verser dans l'encyclopédisme? Pour le détail à garder ou le régime d'explication à régler, la solution est la même et elle passe par le style. Il me faut aussi rendre compte des combats de Hugo, non pas tels qu'il les a menés, mais tels qu'elle les a suivis, soutenus et vécus. Des succès de Hugo tels qu'elle y a assisté, comme spectatrice à la Comédie Française ou à la Porte Saint-Martin, comme auditrice à la Comédie Française, à l'Académie Française ou à la Chambre. Et bien sûr, citer les lettres que Hugo lui écrit, les poèmes qu'il compose pour elle, les notations qu'il lui consacre dans ses carnets et agendas. Donc, choisir, par exemple, pour faire mouche, cette notation dans le carnet de Hugo, un jour où, lui qui a 71 ans, parle d'elle qui en a 67, « Je soigne ma pauvre malade en lui faisant sur les flancs des deux côtés une friction d'huile de coton. Je l'ai vue à peu près nue, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Elle a toujours un corps superbe. » Même émotion me prend, et je l'espère le lecteur avec moi, quand je cite des correspondances entre l'un d'eux et d'autres proches. Par exemple, cette lettre où Madame Hugo, rompant enfin la glace au bout de 40 ans, à Guernesey, invite Madame Drouet à rejoindre la famille au dîner des enfants pauvres. Nous célébrons Noël aujourd'hui, Madame. Noël est la fête des enfants et par conséquent des nôtres. Vous seriez bien gracieuse de venir assister à cette petite solennité, la fête aussi de votre cœur. Agréez, Madame, l'expression de mes sentiments aussi distingués qu'affectueux. Adèle Victor Hugo. La réponse reconnaissante de Juliette, qui décline l'offre pour protéger sa réputation, je l'ai citée aussi. La fête, Madame, c'est vous qui me la donnez. Votre lettre est une douce et généreuse joie, je m'en pénètre. Vous connaissez mes habitudes solitaires et ne m'en voudrez pas si je me contente aujourd'hui pour tout bonheur de votre lettre. Ce bonheur est assez grand. Trouvez bon que je reste dans l'ombre pour vous bénir tous pendant que vous faites le bien. Je cite aussi le billet où Madame Hugo, usée par l'âge, recommande à ses fils de ne jamais abandonner l'autre femme, parce que, écrit-elle, il est juste, dans nos larges idées, que Madame Drouet ait, dans la vie douce que votre père nous fait, sa part de bonheur. Et le billet où Hugo, 2 ans après la mort de sa femme, craignant de mourir sur les remparts de Paris assiégés par les Prussiens, recommande Juliette aux vivants par ces mots « Elle est ma veuve ». Ce souci qu'eux-mêmes avaient de leur vie posthume doit être encore le mien. Il n'y a guère de scrupules à avoir quand je les peins en gloire. Tout juste dois-je veiller à ne pas en rajouter. Le difficile est de savoir où s'arrêter dans la trivialité des détails corporels. Vaut-il la peine de s'arrêter sur les renseignements dans les lettres de Juliette fourmille, sur l'état de leurs intestins dérangés, sur ses règles, sur son ménage et son raccommodage? Oui, cela vaut la peine, pour savoir dans une perspective historienne de quoi se composait leur vie quotidienne, comment ils pratiquaient la contraception, quel rapport Juliette, servante maîtresse, avait aux tâches ménagères. Mais il faut aussi savoir s'arrêter avant la complaisance, le voyeurisme et le mauvais goût. Le défi et le scrupule qu'il y avait à raconter la vie de cette femme de l'ombre affleurent peut-être particulièrement à 2 endroits à la fois liminaires et marginaux de mon livre. Le premier, ce sont les exergues des chapitres, tous tirés des Misérables, de toutes les œuvres de Hugo, celle dont Juliette se sentait le plus proche. J'ai choisi des phrases de ce roman monde qui semblait avoir été écrite pour elle
et dont le sens illustrait particulièrement chaque chapitre de sa vie, tel le premier, où une petite orpheline confie à son amie « Moi, ma mère n'était pas là quand je suis née ». Ou cet autre exergue, qui correspond à leur vie en exil, habiter un lieu impossible, c'était le salut. Ou ce dernier qui lui va si bien, l'amour est un ardent oubli du reste. Le second, en droit liminaire et marginal, est le titre, enfin, ou plutôt le sous-titre de mon livre, Juliette Drouet, compagne du siècle. Compagne du siècle, c'est-à-dire meilleure compagne qu'on puisse rêver, compagne de l'homme-siècle et témoin de son temps. Ce titre tente de rendre hommage à sa personne, à son dévouement, à son courage, à son influence et à sa modernité au sens baudelairien du terme, c'est-à-dire à son romantisme. Le défi et le scrupule sont les noms de mon rêve, que le lecteur parvenu à la dernière page voit aussi dans l'auteur des Misérables celui qui savait sa chance d'avoir aimé cette femme, et que cette femme et l'auteur des Misérables soient contents de mon livre, parce qu'après tout, c'est bien aussi un peu pour eux que je l'ai écrit. Je vous remercie. Je crois que nous pouvons tous remercier Florence Nogrette pour ces mots. Je tiens à vous signaler que l'ouvrage qui servait de prétexte à cette très très belle allocution est disponible à la sortie même de cette salle grâce à la complicité du libraire Antoine, que je vois photographier l'assistance. Merci beaucoup Antoine. Mais en attendant, vous pouvez tout à fait évidemment, avant d'aller vous plonger dans le livre, poser des questions qui vous permettront de vous donner encore plus envie de le lire. Voilà. Donc je vous invite à poser des questions si vous en avez. Je me disais que... Dans plusieurs endroits, sur les 22 000, 17 000 sont à la Bibliothèque nationale de France, 1000 sont à la Maison Victor Hugo de la place des Vosges, et les autres, dans des proportions diverses, quelques dizaines ou quelques centaines, sont conservés dans des bibliothèques universitaires en Angleterre et aux États-Unis, ou bien à Fougères, qui est la ville de naissance de Juliette, à Bièvre, à la Maison Victor Hugo de Bièvre, à Nice, à la bibliothèque Romain Gary, et puis chez des collectionneurs. Donc quand elles passent en vente, j'y suis très attentive, puisque sur le site de l'Université de Rouen et de l'Université de Paris-Sorbonne, sur lesquels, avec mon équipe d'une 50aine de chercheurs, nous publions ces lettres, eh bien, nous devons les rassembler, les transcrire, les annoter. C'est un très long travail collectif. Je crois qu'il n'est pas inutile de rappeler qu'elles sont disponibles en ligne. Elles sont disponibles en ligne, alors pas encore les 22 000. Pour l'instant, il y en a 14 500, c'est déjà pas mal. Et vous pouvez y avoir accès très facilement. Il suffit de taper sur votre moteur de recherche Juliette Drouet, lettres à Victor Hugo, vous tomberez dessus. Elle est à Saint-Mandé, au cimetière de Saint-Mandé, avec Claire, à côté de Claire, dans une tombe voisine de celle de Claire. Pourquoi à Saint-Mandé ? Parce que c'est là que Claire a été au couvent. Enfin, en pensionnat plutôt. Elle a été en pensionnat. Et Claire voulait être enterrée à Saint-Mandé. Donc c'est là que Claire a été enterrée et que Juliette l'a rejointe. Y a-t-il d'autres questions ? 2 ans encore après elle. Bon, il était dans une assez grande, dans une grande tristesse, mais entouré néanmoins toujours de ses petits-enfants, de sa belle-fille, et puis d'un groupe rapproché d'amis qui étaient eux-mêmes les amis de ses fils et qui formaient un clan. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, une autre question. Place des Vosges. Guernesey. À Bièvre, oui. Alors à ce moment-là, oui, c'est au tout début de leur liaison, donc en 34 et 35. Lui allait en villégiature chez son ami Bertin, qui était le directeur du journal des débats, avec sa famille, donc avec sa femme et ses enfants. Il lui avait loué une petite maison au hameau des Messes,
il y avait une forêt entre les deux, ils se retrouvaient dans la forêt, ça a duré 2 étés. Alors, pour la petite histoire, vous allez j'espère me confirmer une légende que j'ai en tête. Je crois me souvenir que Victor Hugo, jeune homme, a eu son premier duel à Versailles. Ah, alors ça, il faudrait que vous posiez la question à Jean-Marc Auvasse. J'ai lu ça dans Jean-Marc Auvasse. Alors, si vous l'avez lu dans Jean-Marc Auvasse... À 19 ans, il est resté 2 jours alité après avoir été blessé en duel à Versailles même. Et Jean-Marc Auvasse dit que c'est vrai ou dit que c'est une légende? Il dit que c'est vrai. Ah bah s'il le dit, c'est que c'est vrai. Voilà. Si Jean-Marc Auvasse le dit, c'est que c'est vrai. Les liens de Victor Hugo avec Versailles sont nombreux. Hein, donc celui-là est assez drôle et cocasse. Il a 19 ans. Hein. Et puis aussi, un autre lien avec Versailles, bon, j'ai évoqué l'Assemblée, enfin, quand il est sénateur, hein, le Sénat. Donc là, c'est entre 76, l'année où il est élu sénateur, et puis 79, l'année où les 2 chambres sont rapatriées à Paris. Il allait aussi Versailles, il emmenait Claire et Juliette, enfin Juliette et Claire, visiter le château, ou se promener dans les jardins. Elle le raconte une fois. Oui. Ça, c'est beaucoup plus tôt, c'est quand Claire est petite, évidemment, dans les années 40. 30-40. Oui, monsieur. Une question au fond, hein, peut-être que pour le coup, le micro sera peut-être utile. Oui. Parce que là, vous êtes vraiment loin. Une question d'actualité. Est-ce qu'on connaît les descendants vivants à l'heure actuelle de Victor Hugo? Oui, sont encore vivants. Oui, bon, je connais certains d'entre eux, en effet. Oui. Et vous pourrez découvrir l'arbre généalogique à l'exposition Georges Hugo dont je vous parlais, à la place des Vosges, puisque Georges était le petit-fils. Donc on a aussi la descendance de Georges, justement, qui est expliquée sur un arbre généalogique. Oui. Ils portent pour la plupart d'entre eux dans la famille des prénoms de la famille Hugo. Il y a encore aujourd'hui donc survivance des prénoms. Est-ce que les 2 femmes se sont rencontrées, Adèle et Juliette? Oui, elles se sont rencontrées sur la fin, à partir du moment où Madame Hugo abandonne définitivement Guernesey, donc n'y vient plus, passe son temps soit à Bruxelles où ils avaient gardé un appartement, soit à Paris, parce qu'elle avait une vie mondaine assez active et où finalement ça l'arrange que Juliette Drouet soit sur place, non pas dans la même maison que Hugo, mais dans 2 maisons différentes. Donc c'est à cette époque-là, de la fin du Second Empire, à partir des années, vous voyez, 64, là c'était la lettre d'invitation à venir au Noël, et puis après, à la toute fin, quand Madame Hugo est devenue quasiment aveugle, elle demande, ils sont à Bruxelles à ce moment-là, à Juliette de lui faire la lecture. Donc Juliette est admise quelquefois à dîner ou à participer à des soirées de lecture aussi chez Hugo, de lecture à haute voix de l'œuvre de Hugo ou d'œuvres des fils Hugo. Mais ça a duré très peu de temps, cette période-là. C'est vraiment les 3-4 dernières années de la vie de Madame Hugo. J'ai une petite question toute bête, mais je ne me souviens pas l'avoir vu dans votre ouvrage. Est-ce que Juliette participe aux séances de table tournantes? Ah non. Elle n'en veut pas de ça, hein? Alors, d'une part, les séances de table parlantes. Elle ne tournait pas, mais elle parlait. Les tables parlantes, ça se passe à Jersey, dans la maison de Jersey de Hugo, la Marine Terrasse. Et donc, Juliette... Et à Jersey, Madame Hugo et les fils Hugo et Adèle, leur fille cadette, sont là. Le plus souvent, ils sont là. C'est à partir de Guernesey que le reste de la famille commence petit à petit à s'absenter. Et donc, il est hors de question, évidemment, que Juliette vienne dans cette maison. Elle ne peut pas y mettre les pieds. Elle a sa maison séparée. Donc ça, c'est la première raison. C'est une raison de convenance qui interdit absolument à Juliette de mettre les pieds dans Marine Terrasse. Et la deuxième raison, c'est que Juliette, alors peut-être est-ce parce qu'elle en est exclue à cause de la première, trouve diabolique le spiritisme qui vient
de faire son arrivée en Europe, hein, qui vient des États-Unis et qui lui paraît tout à fait diabolique, tout comme lui paraît diabolique à la même époque la photographie. Il y a du reste une contemporanéité de la pratique de la photographie dans l'atelier de Jersey et de la pratique du spiritisme. Hein. Dans les deux cas, c'est quand même une manière de défier la mort. Hein. Et Juliette trouve que la photographie est un art spectral, comme Baudelaire d'ailleurs, hein, qui détestait la photographie, parce qu'elle trouve que c'est une manière d'abord que l'on ne sourit pas, puisqu'à cette époque-là, il fallait rester immobile pendant longtemps, le temps de la pause. Donc évidemment, les visages sont figés. Donc elle trouve que ça donne un air de fantôme. Et puis d'autre part, elle sait bien, elle devine cet usage que nous avons de la photographie, qui est de pouvoir contempler nos morts. Donc elle anticipe sur cette spectralité-là. Elle n'existe plus. Marine Terrace n'existe plus. En revanche, Hauteville House existe toujours. On la visite, c'est magnifique. Elle a été refaite récemment par Gérard Audinet, qui dirige les deux maisons, puisque Hauteville House appartient, comme la maison de Victor Hugo de la Place des Vosges, à la ville de Paris. Mais en revanche, on ne peut pas visiter alors, on peut visiter un souvenir de la première maison que Juliette Drouet a habitée, non loin de chez Victor Hugo, parce que maintenant, cette maison qu'elle habitait est devenue une partie d'un hôtel, l'hôtel Pandora. Et donc, si vous demandez à visiter la chambre 14, vous pourrez visiter un des étages de la maison de Juliette Drouet et voir depuis la fenêtre ce qu'elle voyait, c'est-à-dire le jardin de Hauteville House et la chambre vitrée de Hugo. En revanche, la deuxième maison, qu'ils appelaient Hauteville 2, alors elle existe toujours, mais elle appartient à un particulier, donc on ne peut pas la visiter. Je propose qu'on s'en tienne là. Donc je vous invite à vous procurer l'ouvrage. Donc notre libraire est là-bas. Et je crois que, moi personnellement, je vous recommande vraiment la lecture. Alors pour le coup, c'est la période, hein, mais c'est typiquement le genre d'ouvrage qu'on peut glisser sous le sapin pour Noël. C'est parfait. Hein. Franchement, pour les fêtes, c'est idéal. Donc vraiment, lisez-le surtout. Voilà. Bonne lecture et à bientôt. Merci.